Vue, audition, équilibre, perception de l'espace, le rôle du cerveau, on en parle tous les deux, Sylvie Choqueron. Alors, on a coutume de dire qu'on regarde avec les yeux et qu'on voit avec le cerveau. Il en va de même pour l'oreille, pour la perception de l'équilibre, pour la perception d'où on est dans l'espace. Alors, comment ça marche, la relation organe-cerveau? Alors, merci de me poser cette question parce qu'effectivement, on croit toujours que l'œil est l'organe de la vision, mais en réalité, l'œil capte les rayons lumineux, mais il n'est pas capable de voir. Et l'œil, il a un petit peu le rôle de l'appareil photo. Si on peut poser un œil sur une table, comme poser un appareil photo sur une table, il ne verrait jamais. Et c'est la même chose pour tous les sens. Donc c'est la même chose pour l'audition, c'est la même chose pour le toucher, c'est la même chose pour tous les sens. C'est-à-dire qu'à la périphérie de notre corps, on a des organes récepteurs qui captent les informations. Et bien sûr, c'est très important d'avoir des oreilles qui fonctionnent ou d'avoir la capacité de traiter les informations sur la peau, bien sûr. Mais c'est le cerveau qui va construire véritablement la perception, qui va donner un sens à ce que les organes récepteurs ont détecté. Et c'est grâce au cerveau non seulement qu'on va percevoir, mais qu'on va surtout apprendre à reconnaître ce qu'on perçoit, apprendre à donner un sens à ce qu'on perçoit. Et donc c'est un petit peu la même chose, peut-être de manière encore un petit peu plus complexe avec l'équilibre, puisque l'équilibre, c'est une notion qui va être construite grâce à plusieurs sens. Non seulement l'audition, mais aussi la vision, mais aussi la proprioception. Donc le cerveau est capable d'additionner des informations sensorielles qui lui arrivent et de construire un environnement qui soit stable visuellement, stable auditivement, qu'il puisse reconnaître et qui nous permette aussi d'avoir une sensation d'équilibre qui nous permette d'interagir correctement avec le monde extérieur. Donc c'est un couple, hein. On a des organes de perception et on a un organe d'analyse et de synthèse. C'est un couple indissociable, vous avez raison. Et ce dont on pâtit beaucoup aujourd'hui, c'est que les disciplines ont été coupées. C'est-à-dire que, par exemple, l'ophtalmologie, c'est la partie oculaire de la vision et la neurologie, c'est la partie cérébrale de la vision. Mais cette coupure qui a été faite pour des raisons purement anatomiques, et c'est la même chose pour l'audition ou pour les autres sens, finalement, elle est très coûteuse en termes de compréhension de ces fonctions-là, parce qu'elle coupe ces systèmes visuels, auditifs ou autres, somesthésiques, tactiles, à la moitié du traitement entre les récepteurs et le cerveau, et elle nous empêche de comprendre que les sens vont véritablement, c'est un seul système, de la périphérie du corps jusqu'au cortex. Donc ce que vous nous dites, c'est que quand ça dysfonctionne, il peut y avoir un dysfonctionnement chez les percepteurs, les organes qui perçoivent, il peut y avoir un dysfonctionnement au niveau du cerveau, mais que pour avoir une compréhension complète du tout, il ne faut pas s'arrêter et faire une dichotomie entre la perception et l'analyse. Il faut avoir une vue holistique des choses, c'est ça? Donc, on sait maintenant depuis une vingtaine d'années que si on a une lésion sur la rétine, dans les 4 heures qui suivent, c'est-à-dire quasi immédiatement, le cerveau va se réorganiser. Et de la même manière, si on a un problème cérébral, les voies visuelles, de manière rétrograde, peuvent avoir une forme de dégénérescence. Et donc, du coup, on a voulu séparer les disciplines, mais en réalité, elles sont inséparables, et même en clinique, pas simplement d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire que ce que j'ai décrit pour la vision vaut aussi pour l'audition. Si vous perdez l'audition à une fréquence donnée, ben, le traitement des fréquences de part et d'autre de cette fréquence-là, qui est pathologique, va se modifier au niveau cérébral. Et donc, en fait, le cortex, c'est, en fait, il faut l'imaginer comme une armée très, très puissante. Et on ne va pas laisser, ou une entreprise très puissante, on ne va pas laisser des ingénieurs qu'on payerait très, très cher au chômage. Et donc, si jamais il y a une atteinte au niveau périphérique, bah, ces champs récepteurs au niveau cérébral, ils vont se modifier immédiatement et ils vont se mettre à faire autre chose. Donc, ce lien, non seulement il est indissociable, mais que ce soit dans le fonctionnement typique ou en pathologie, il est extrêmement important parce qu'il marche dans les deux sens. L'œil influence le cerveau influence l'œil,
l'oreille influence le cerveau et le cerveau influence l'oreille. Et c'est comme ça pour tous les sens. Ça marche dans les deux sens, ça veut dire que le cerveau, il est capable de se réorganiser pour le meilleur, mais ça veut dire aussi que quand on a une atteinte de l'œil, de l'oreille, voire des deux à la fois, ça peut faire le lit de maladies neurodégénératrices. Alors, c'est extrêmement important de pointer cet aspect-là parce qu'on sait maintenant que les personnes qui peuvent perdre un sens, que ce soit la vision, l'audition, n'importe quel autre sens, vont finalement être coupées en quelque sorte de l'environnement dans lequel ils évoluent. Et cette coupure, ce décalage avec l'environnement extérieur est susceptible de générer des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, voire des troubles de l'interaction sociale. Et donc, on sait que les pertes auditives, les pertes visuelles font le lit du déclin cognitif, non seulement parce que le sujet est coupé du monde extérieur, mais aussi parce que la vision et l'audition, ce sont des modalités qui servent à mémoriser, qui servent à analyser, qui servent à comprendre le monde. Et donc, si vous n'avez plus ces modalités de choix que sont l'audition et la vision, quelle que soit l'origine du trouble, que ce soit périphérique, oculaire ou au niveau de l'oreille, ou central au niveau du cerveau, vous avez un risque de ne plus comprendre le monde dans lequel vous évoluez, de ne plus pouvoir y faire attention, de ne pas pouvoir analyser ce qui s'y passe et de ne pas pouvoir mémoriser ce que vous ne percevez pas du coup. Et donc, du coup, effectivement, ça fait le lit de troubles cognitifs. Mais attention, pas uniquement chez l'adulte, que ça précipiterait dans le déclin cognitif, mais aussi chez l'enfant, chez qui ça peut faire le lit des troubles des apprentissages ou des troubles qu'on appelle du neurodéveloppement. On va parler aussi des conséquences que ça peut avoir sur les troubles de l'apprentissage et on va parler des enfants. Alors, vous avez tout à fait raison. La vision, l'audition, toutes les modalités sensorielles sont vraiment des modalités de choix pour apprendre à évoluer, à se déplacer, à comprendre le monde, à l'analyser, à y faire attention, à le mémoriser. Et donc, du coup, on sait aujourd'hui que des enfants peuvent développer des troubles des apprentissages, voire des troubles de l'interaction, du fait de la présence de troubles perceptifs. Alors, je citerai un exemple. Par exemple, dans le cas des troubles visuels chez l'enfant, on sait qu'un enfant qui a une grande malvoyance, qu'elle soit ophtalmologique ou neurovisuelle, a 40 fois plus de risques qu'un enfant tout venant de développer des traits autistiques. Mais j'ai pris l'exemple de l'autisme, mais j'aurais pu vous citer la proportion très importante de troubles d'apprentissage de la lecture, évidemment, si on a un trouble visuel, ou du langage, si on a un trouble auditif, ou de la mémoire si on a un trouble visuel ou auditif. Donc oui, ce lien, on y pense de plus en plus chez l'adulte parce qu'on sait que ça précipite le déclin cognitif, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il est présent chez l'enfant aussi et que les troubles sensoriels peuvent générer des troubles des apprentissages, parfois sévères, qui peuvent ne pas être compris et qui peuvent être confondus avec des troubles du neurodéveloppement, alors qu'en réalité, il aurait suffi de faire un diagnostic visuel ou auditif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes qui ressemblent à des symptômes du neurodéveloppement, mais qui en fait ne sont pas des pathologies du neurodéveloppement, c'est simplement dû Exactement. à des troubles visuels ou auditifs qu'on n'a pas identifiés, c'est ça? Est-ce que les médecins scolaires, est-ce que les pédiatres sont suffisamment formés à repérer ces troubles? Et pour les familles, est-ce qu'on a des conseils à donner? Depuis une quinzaine d'années, on forme énormément les médecins scolaires, les médecins de première ligne, les neuropédiatres, les pédopsychiatres, pour qu'ils puissent systématiquement évaluer la vision et l'audition avant de poser un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, pour éviter de confondre les conséquences délétères de troubles perceptifs avec de véritables troubles du neurodéveloppement. Et d'ailleurs, quand les enfants qui ont une grande malvoyance présentent des traits autistiques, on ne parle pas d'autisme, on parle d'autisme secondaire ou de traits autistiques, voire même d'autisme régressif, parce qu'on sait que quand on va s'occuper de la malvoyance, on va faire régresser ces troubles de l'interaction. Et donc, c'est extrêmement important de continuer à former, à informer. Et en cela, je vous remercie vraiment de m'aider à porter cette parole, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un très gros travail d'information du grand public, mais aussi des parents, des enseignants, et de formation
de tous les professionnels de santé pour surtout ne pas poser de diagnostic de troubles du neurodéveloppement chez un enfant qui présente un développement atypique avant d'avoir vérifié au moins la vision et l'audition dans leur partie intégrale, c'est-à-dire de l'œil au cerveau ou de l'oreille au cerveau, et pas uniquement dans leur partie périphérique. Pour conclure l'entretien, jeune ou vieux, il faut faire absolument attention à évaluer sa vue, son audition, parce que ça peut avoir des répercussions sur des troubles cognitifs ou éventuellement faire le lit d'autres maladies quand on est plus vieux. Exactement, et je terminerai juste en disant que c'est d'autant plus important de faire ce diagnostic-là. Alors d'une part, pour pas être dans la confusion diagnostique, ça c'est très important, pour que les enfants soient dans la bonne case, mais aussi parce que je rappellerai que ces troubles-là, quand ils sont d'origine cérébrale, il y a une prise en charge qui existe. On peut restaurer la vision ou l'audition lorsque la lésion est cérébrale, contrairement à ce qui se passe quand la lésion est au niveau de l'œil ou de l'oreille. Donc c'est doublement important pour faire le bon diagnostic et pour essayer de mettre en place une prise en charge qui soit efficace.